Le vent se lève au nord de l'île d'Elbe. Les écoliers ont faim, il est bientôt midi. Nous sommes le 15 août 1769 à Ajaccio, dans une Corse nouvellement française. C'est ce jour que l'île de Beauté accueille en son sein un petit garçon, second d'une fratrie de 8, répondant au nom de Napoléon Bonaparte. Bienvenue dans le premier volet d'une analyse comportementale de Napoléon Ier, s'intitulant « Sommes-nous tous Napoléon ?» Chapitre 1 – L'étranger. Le petit garçon ne profitera que peu de l'île qu'il a vu naître. En effet, dès ses 9 ans, il quittera le foyer familial pour se rendre chez le colonisateur, la France. Pourquoi va-t-il en France, me direz-vous ? Eh bien, dans le système d'Ancien Régime, le second fils est généralement promis à une carrière militaire. Et par chance, cet étranger corse recevra sa formation en métropole, en Champagne, à Brienne. Enfin par chance, disons qu'il paraît bizarre qu'une toute petite noblesse corse se voit proposer une formation de ce prestige. Alors comment ? Eh bien pour y répondre, je vais devoir vous introduire un second protagoniste, celle qui va me permettre de discuter de la psychologie de son fils, Laetitia Bonaparte, la mère. Car c'est bien elle qui va négocier la formation de son fils, et cela grâce à un certain Marbeuf, gouverneur militaire, auprès duquel ses arguments étaient plutôt convaincants. Vous voyez ce que je veux dire. Mais avant de partir en Champagne, cet enfant passe tout de même 9 ans dans les jupes de sa mère, et de ça, j'aimerais souligner 3 choses. Premièrement, la mère de Napoléon a eu un énorme poids dans sa vie. Comme une fille et son père, le rapport mère-fils est charnier dans le développement de l'individu. Il vous suffit de voir le rap actuel ou lire un certain Gary pour vous en apercevoir. Ensuite, Napoléon nous a fourni une citation de sa mère, qui apparaissait suffisamment pour en faire part, et qui selon moi nous fournit de bonnes pistes pour comprendre la psychologie de ce garçon. La voici. Mieux vaut manger du pain sec à la maison et briller dans ses vêtements. Il ressort ici 2 variables qui ne quitteront jamais l'empereur. En 1, l'argent et son manque, qui sera le moteur de la carrière de Napoléon. En 2, que les apparences priment et qu'elles sont même un pouvoir sur les hommes. Nous allons désormais traiter de ces différentes frustrations qui sont à la base du développement d'un individu. Car c'est effectivement le manque qui va créer des frustrations et donc orienter nos désirs et notre besoin d'accomplissement. Alors ces frustrations, quelles sont-elles ? Eh bien reparlons de l'étranger car c'est bien le titre de ce chapitre. Notre petit garçon est un étranger en France, à Brienne, dans son école militaire. Imaginez-vous à 9 ans, parlant mal la langue, ayant le teint mat, il est éminemment différent. Et ses camarades, qu'en font-ils ? Ils le raillent évidemment, ils le moquent et le provoquent. À cet âge, la différence fait peur. Enfin, le collège quoi, une jungle sans arbres. Il est pour moi certain que durant ces années à Brienne, ce fier Corse développe un mépris pour la France et ses sujets. Imaginez, issu d'une patrie colonisée et asservie, loin de chez lui, de sa famille, de son île, et nourri par le tyran. Le métèque, comme on l'appelle, a de quoi devenir le méchant d'une histoire, ou tout du moins se crée une carapace suffisante et une pensée persistante. J'ai raison, le monde a tort. Et je crois bien que personne ne peut lui en vouloir, nos pensées sont le résultat direct de nos expériences passées. Nous avons donc un enfant perdu, qui par manque de repères va développer un besoin pathologique d'ordre et de contrôle, qui le mèneront par la suite à comprendre les enseignements de sa mère. Car oui, la vie est une pièce de théâtre, pour chaque scène, un autre masque. Mais nous ne sommes pas là, Napoléon reste un enfant qui ne digère pas encore ce qui lui arrive. Ce que je peux vous raconter, en revanche, c'est le contenu de son dossier à Brienne. En voici 2 extraits. Élève très moyen, un peu au-dessus en maths, et plus intéressant, caractère soumis. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend, mais comme dirait Chateaubriand, quand un homme est devenu fameux, on lui compose une enfance de légende. Alors reprenons-le à 15 ans, notre Bonaparte. Il se dirige alors à Paris en quête de devenir cadet gentilhomme. Il a changé. Il termine ses études en 1 an au lieu de 2, sans doute devenu meilleur en maths et en arts militaires. Il est alors nommé sous-lieutenant d'artillerie de l'armée française à 16 ans. Belle performance. Nous sommes alors en 1785. Le contenu de son dossier a changé avec lui. L'enfant au caractère soumis laisse place à un jeune homme dit hautain, féru d'amour-propre et très ambitieux. Apparemment, les traumatismes sont devenus des traits de personnalité. Nous passerons sur sa période à Valence et Auxonne, où il débute ses longues séries de permissions pour se rendre, notamment en Corse. Attention, c'est du jamais vu. 13 mois de permission en 86-87, 16 mois en 89-91, 3 mois en 91-92 et une désertion en prime. Pas mal. Mais reprenons en 1788, avec la question « Pourquoi tant de permissions ?» Disons que Bonaparte doit régler des problèmes d'ordre financier, et devenant peu à peu le chef de famille, il est très responsabilisé à ce niveau. Mais la cause réelle est plus profonde. En effet, il ne voit pas son avenir en France, mais en Corse. Alors il se prépare, et en réalité, il déteste la France et son peuple qui lui a volé sa patrie. Voici quelques exemples. Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime ? Dans une lettre au greffier des États de Corse. La patrie périssait.
30 000 Français vomis sur nos côtes, noyaient la liberté dans des fléaux de sang. Ça, c'est une lettre du 18 juin 89 à Paoli. Et enfin, en marge d'un livre, le peuple le plus hideux qui ait jamais existé. Alors le jeune Bonaparte est un réaliste qui rêve de s'accomplir. Des lectures comme La vie des hommes illustres de Plutarque ont soulevé chez lui des désirs de gloire qui ne le quitteront plus jamais. Mais comment s'accomplir? Là, ça coince. Le jeune homme est sans le sou, sans relation, et cela encore moins en France. Alors il est frustré, ses désirs d'opulence et d'éternité semblent loin. Car oui, il n'est que sous-lieutenant de l'armée française, et il comprend que monter en grade dans cette France de l'Ancien Régime n'est pas une sinécure. En France il n'est personne, c'est mort, mais encore, qui est-il? Eh bien pas grand-chose. Alors il y retourne, souvent et longuement, comme je vous l'ai dit, avec en vue des problèmes de rente, mais surtout il se prépare une place aux côtés du séparatiste, Pascal Paoli. Compréhensible, cet ambitieux avance ses pions là où ils peuvent bouger, et pour le moment, ce n'est pas en France. Mais comme nous le verrons, la Corse ne lui servira que peu en réalité, car Paoli n'aime pas Napoléon, il ne lui fait pas confiance, il se rappelle sans doute du père Bonaparte qui l'a trahi jadis. Je crois qu'on peut dire que la Corse et ses couleurs ne lui promettent pas le soleil d'Austerlitz. Chapitre 2. Le rêve corse. Le regard au loin, les cheveux au vent, notre protagoniste vient d'avoir 20 ans. Ah, les 20 ans, cet âge fougueux où rien ne vous résiste, eh bien lui, tout lui résiste. Que cela soit freiné par le système d'Ancien Régime en métropole, ou ralenti par la réputation de sa famille sur son île, rien ne va comme il le voudrait. Alors il est perdu et triste, Bonaparte à 20 ans ça ne fait pas rêver. Ses notes intimes marquent un grand désarroi, que cela soit son dégoût de tout, qui me ramène à m'alarmer, la chair est triste et j'ai lu tous les livres. Ou encore cette citation qui me touche plus profondément, et qui à mon sens est la clé pour comprendre sa philosophie. La voici. Je ne puis suivre la seule manière de vivre qui pourrait me faire supporter la vie. Voilà un désir rare de s'accomplir, un feu qui ne demande qu'à brûler. Rassurez-vous, il brûlera. Nous arrivons tranquillement à l'arc narratif de Napoléon que j'appelle les prémices de Machiavel. Car si le petit garçon grandit, le temps lui suit son cours. Or nous voici déjà en 1789, année charnière dans la grande histoire de France, l'année de la Révolution. Sans m'éterniser, un petit résumé. Les nouveaux riches, la bourgeoisie d'affaires, convoitent le pouvoir politique et les avantages de la noblesse, et pour ce faire, ils vont utiliser les pauvres, la cariatide. Bon on change les noms et ça nous fait l'histoire de l'humanité, quoi. C'est évidemment plus compliqué que ça, notamment avec la création d'un groupe politique qu'on qualifiera de gauche les Jacobins, qui hérite de la vision des Lumières, à opposer aux royalistes, défenseurs de la monarchie, et dans l'Ancien Régime qu'on qualifiera plus à droite. Un jouet bordel, quoi. Par la suite, il y aura aussi les Girondins et les Montagnards, mais c'est une autre histoire. Mais n'oublions pas ce qui fait soulever les masses, la faim. Car oui, c'est bien le 14 juillet 89 que le prix du pain atteindra un maximum de 14 sous, la miche, sur une paye journalière de 20, je vous laisse imaginer. Mais reprenons notre Machiavel en herbe, lui qui n'est pas étranger au double discours entre le séparatisme corse et la défense du territoire français. Il fera de même avec la gauche et la droite, à savoir ménager, flatter, ne pas se mouiller. N'oubliez pas qu'une parole ne coûte rien, et qu'on y accorde trop souvent une importance qui n'a pas lieu d'être. Comme un homme qui énumère ses qualités, il y a plus de chances qu'il n'en possède aucune, mais qu'il aimerait s'en persuader. Allons bon. Notre empereur va donc user de double discours entre révolutionnaires et royalistes. Ou plutôt, disons qu'il va caresser dans le sens du poil quiconque représente une opportunité d'avancement militaire ou politique, même si cela demande de critiquer ses amis de la veille. Voici quelques exemples. Pour l'homme de droite, il est issu d'une petite noblesse qui lui ont permis d'avoir une éducation militaire, la base de son élévation. Ensuite, à Auxerre, quand il devait réprimander des soulèvements à cause de la famine, il dira « Que les honnêtes gens se retirent, moi je ne tire que sur la canaille ». Bon, on sait où il veut en venir avec honnêtes gens et avec canaille. L'homme de gauche maintenant. Alors déjà, il a inscrit Jacobin à Valence. Ensuite, à l'intention des nobles, des brigands à parchemin. Et pour finir, dans un discours à l'Académie de Lyon, à l'intention des rois, il n'y a point d'homme là où les hommes sont souverains. Nous avons donc un jeune homme d'une vingtaine d'années qui rêve d'opulence, de gloire et de richesse. Bon, comme nous tous finalement. Comme dirait violemment Céline, les prolos sont des bourgeois qui n'ont pas réussi. Eh bien notre Bonaparte sait ce qu'il veut, mais ignore le comment. Alors il va forcer. Imaginez Fianso dans les planètes rap à l'ancienne pour ceux qui auraient la ref. Car en effet, c'est la grande valse politique pour Napoléon et son rêve corse. Il fait tout pour plaire à Paoli, le flatte, montre patte blanche. Il va tenter de faire élire son frère en mairie, 2 fois, et 2 fois il sera refusé. Pourquoi ? Parce que Paoli le freine et s'y oppose. En effet, il n'a pas confiance en cet opportuniste. Et Dieu sait que Napoléon y met du cœur à l'ouvrage, il ira même plus tard, jusqu'à se compromettre. En attaquant la citadelle d'Ajaccio contre les forces françaises, faisant de lui un déserteur.
Mais nous n'y sommes pas encore. Revenons en 1792, où malgré son nombre de permissions plus que conséquent, il est nommé capitaine le 13 juillet. Il faut d'ailleurs noter qu'il a obtenu le grade précédent en Corse avec plus de votes que de votants. Bon, la Corse, quoi. Je vous propose de faire un bref résumé de ce qu'il se passe en métropole de 89 à 92, dans le but d'y voir plus clair. En 89, c'est la révolution telle qu'on la connaît. L'abolition des privilèges, l'abolition des droits féodaux, la déclaration des droits de l'homme. En 90, on réorganise la France, on confisque les biens de l'Église. En 91, c'est la fameuse fuite de Varennes et l'institution d'une monarchie constitutionnelle. Mais en 92, tout s'accélère. La première coalition nous déclare la guerre, les Tuileries sont envahies, on enferme le roi. Et tout cela nous mène tranquillement vers la Première République et Robespierre. Quelle période prodigieuse tout de même, d'une énergie folle, sanguinaire aussi. Quand les feux brûlent, le sol rougit. Et alors, notre nouveau capitaine, pourquoi est-il promu ? Eh bien, disons que dans le 4e régiment d'artillerie française, sur 80 officiers, il en reste 14. Bon, comme dirait Machiavel, au moins la guerre, ça fait du turnover. Or, Napoléon comprend à ce moment-là que la Corse n'est qu'un petit terrain de jeu auquel il n'a pas accès, alors que la France, elle, là où les cartes sont rebattues, il a un coup à jouer. Opportuniste en politique comme à la guerre, le déserteur va lâcher Paoli et le trahir, comme son père jadis, et se reconvertir en révolutionnaire aguerri. Alors ne vous méprenez pas, je ne doute pas que les idées révolutionnaires faisaient écho chez notre capitaine de 23 ans, et je ne doute pas non plus qu'il devait être compliqué d'avoir un avis nuancé durant cette période. Mais on ne peut nier qu'il fait des doubles jeux politiques. Par conviction ou pour survivre, je vous laisse juge. Après, la pensée politique de Napoléon dans ses jeunes années n'est pas une mince affaire. Je pense que ce jeune homme bercé par Rousseau et Plutarque croit en l'ordre, certes, mais en un nouvel ordre de choses, plus méritocratique sans doute. Je le crois aussi sensible à la condition humaine et à la métaphysique, bien que ses décisions le mèneront à porter un regard sec sur les champs de bataille. Mais je me permets cependant de douter que toute réflexion ouverture au monde qui soit, Napoléon est un réaliste et reste d'un pragmatisme froid quant aux décisions qui articulent sa vie. Je ne crois pas que cet homme vise ce qui est juste, mais bien ce qui peut lui rapporter le plus. Et c'est cette tendance qui fera de lui le plus grand décisionnaire militaire de l'histoire, et qui le mènera à sa perte en politique extérieure. Nous appellerons ça le syndrome de la victoire totale. Mais nous en reparlerons plus tard. Alors pour suivre son but, il n'hésite en rien. Il va se déchaîner contre Paoli après sa trahison, car il croit que ses chances sont maintenant du côté de la Convention. Il profite de Lucien, son frère, secrétaire des Jacobins à Saint-Maximin pour ratifier sa rupture corse. Il dénonce le plan d'insurrection nationale de Paoli. C'est un traître. Il a fait volte-face par 2 fois. Il n'a pas encore 25 ans. Pas mal. Mais le Corse est désormais apatride. Sa maison sera pillée. Il dira même « Ce pays n'est pas pour nous ». Sachez bien qu'il ne s'en remettra jamais. Il conservera une rancune tenace. Jamais plus il ne s'entourera de Corse. Il se réfugie donc en France, celle-là même qu'il détestait tant. Il s'empare alors de son nouveau masque. Car oui, après le soldat français au service du roi, l'indépendantiste corse, le voilà, résistant français, abusé par le tyran Paoli. Finement joué. Il obtient même des rappels de solde de sa désertion. Car oui, ne perdez pas de vue que sa priorité reste ses finances, et à cette période il en manque grandement. Maintenant que vous avez rencontré l'homme de Machiavel, nous pouvons doucement avancer vers les premières lumières de sa vie. Chapitre 3. Ombre et lumière. Retour en France. C'est la création du comité de salut public. Car oui, depuis la désertion de Lafayette, on ne fait plus confiance aux militaires. On envoie alors des commissaires de la Convention les contrôler. C'est donc eux qui ont le pouvoir, c'est donc eux que Napoléon doit séduire. Mais la France est très instable, et en juillet 93, les insurrections et les armées coalisées la déstabilisent, si bien que Marseille et Toulon tombent aux mains des royalistes. Notre Napoléon national se dirige alors vers Avignon. La situation est complexe. Le parti pris des villes change entre montagnards et royalistes. Après son aventure, il avouera « Je changeais de langage à chaque poste pour ne pas être arrêté ». Après là, pour moi, c'est du bon sens. Nous arrivons à la fameuse histoire de la Redoute de Toulon, considérée comme la première lumière de ce Bonaparte. Qu'en est-il ? La ville prise par les royalistes est livrée aux Anglais. Un siège est alors mis en place. On raconte qu'il aurait pris la décision de prendre la Redoute pour bombarder le blocus anglais, ce qui délivrera la ville. Bon. En réalité, il n'est absolument pas décisionnaire, ce qui paraît évident. Mais a-t-il été force de proposition ? Je ne peux l'infirmer. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il est présent grâce au commissaire de la Convention, Salicetti, et qu'il est dans ses petits papiers. Cela lui permettra notamment à la suite de Toulon d'être nommé commandant, car il est possible d'être nommé à ce grade par un commissaire. Mais Napoléon en veut toujours plus, il rêve d'être général. Alors il se trouve un nouvel amant d'avancement, qui n'est rien de moins que le frère de Robespierre, Augustin. Ils s'entendent bien,
Très bien. Si bien que Robespierre lui proposera même un poste à Paris. Quelle aubaine pour Bonaparte. Mais il refusera, car oui, c'est un révolutionnaire mais pas un suicidaire. Or depuis septembre 94, la terreur a commencé, et Napoléon sent que cette période sanglante ne durera pas. Alors, il ne veut pas se mouiller. Mais il le veut toujours, son avancement. Il profite du général Dugommier, qui sait très bien comment ça fonctionne. Or, il voit bien que le nouvel envoyé de la Convention adore le petit Napoléon. Alors, pour ne pas froisser son supérieur, ce général ira jusqu'à permettre à Napoléon lui-même de remplir son questionnaire d'évaluation pour postuler en tant que général de brigade. Niveau connivence, c'est fort. Il sera alors nommé au grade de général le 19 janvier 1794. 4 mois après avoir été nommé commandant, la France a le vent en poupe. C'est une montée fulgurante, extraordinaire. Notre petit Corse est un grand homme, et il est enfin dans la course, celle qui le mènera au sommet. Mais la vie est ainsi faite, toute croissance amène son opposé. Le citoyen qui a résisté aux caresses de Paoli, et dont les propriétés ont été ravagées par ce traître, comme l'écrit Augustin à son frère, va bientôt souffrir de ses derniers copinages. Car voilà, le 27 juillet 94, c'est la chute de Robespierre et de son régime. Bonaparte sera arrêté 12 jours plus tard. On entend souvent dire qu'il a été enfermé, c'est peut-être vrai le temps d'une garde à vue. Mais la réalité, c'est que pendant sa mise en examen, il était assigné à résidence. Car oui, il est inquiété. Vu sa proximité avec le frère de Robespierre, et comme la terreur guillotinait les royalistes, aujourd'hui on guillotine les anciens partisans de la terreur. Une époque sanglante, on avait dit. Alors notre général de brigade va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire volte-face. Lui qui a dû se défendre d'avoir été du côté de Paoli, doit maintenant se défendre d'avoir été du côté des révolutionnaires. Alors, rempli d'expérience, il réitère. Il se positionne comme victime et instrument de Robespierre. Il parviendra à s'en tirer comme ça, encore une fois. Il est vraiment doué. Il sait comment faire réagir les hommes et comment s'en protéger. Mais il n'a plus d'appui. Il a certes une position, mais l'ensemble de ses partisans ne sont plus. Alors quoi faire ? Je crois bien que, excusez-moi le terme, c'est la dalle et la résilience que possède Bonaparte qui le sauveront. Imaginez-vous, ployant le genou face à des hommes que vous considérez inférieurs et qui sont pour vous que des instruments. Le feu qui brûle en lui ne manque pas de combustible. Ainsi il cherche de nouveaux alliés. Un grand nom ressort, celui de Barras. Barras qui sera la tête de pont du Directoire et l'amant de la future impératrice, Joséphine. Mais comme je vous l'ai dit, la situation en France est complexe. En effet, les anciens partisans de la terreur sont pourchassés et exécutés. Le tribunal révolutionnaire prend fin. Il est alors créé la Convention thermidorienne, qui sera une transition jusqu'à l'avènement du Directoire le 26 octobre 1795. Quelques mots sur la chute de Robespierre. Alors, la révolution de 89 est une révolution des bourgeois utilisant le peuple. Mais la révolution de 92, elle, est, entre guillemets, la vraie révolution. Celle du peuple pour le peuple. Le soulèvement de la cariatide, comme dirait Victor Hugo. Mais comme vous le savez, quand le peuple gronde, les têtes tombent. Les tribunaux populaires n'ont pas pour réputation d'être gracieux. Mais finalement, de cela, notre Bonaparte, il s'en moque. Enfin, pas vraiment, mais ce n'est pas sa priorité. Lui, ce qu'il cherche, c'est le pouvoir. Et malgré son grade et sa position, ce n'est pas assez. Alors il flatte, il comble. Barras dira qu'il est d'une docilité exemplaire et qu'il sait comment combler de prévenance. Napoléon connaît sans doute les lois du pouvoir, notamment celles qui stipulent de ne pas dépasser le maître. Mieux vaut se faire un nom dans l'ombre, et pour une grande ombre, quoi de mieux que de flatter la lumière. Cependant, cette fois le feu peine à prendre, et on le trouve gênant. On dit dans les salons à Paris, on se cognait à lui partout, il frappait à toutes les portes. Socialement ça pêche, et militairement. Disons que le nouveau général en chef Scherer n'aime pas les Corses, écoutez-le. Qu'on me débarrasse des Corses, leur patriotisme est moins évident que leur disposition à s'enrichir. Et on retrouve ceci dans le dossier militaire de Bonaparte. L'intrigue et la fourberie personnifiées. Bon, à Skip il est cramé. Alors il sera mis sur le banc, écarté, sans solde, lui dira qu'il a démissionné, c'est faux. Mais bon, le marketing ça le connaît. Sa carrière semble proche de son terme, il est perdu, ne sait quoi faire, mais il reste à Paris. Et il va alors profiter de la fortune comme il l'appelle, je dirais plutôt une conjecture favorable, ou encore la chance. Car le 5 octobre n'est pas une date banale, c'est le fameux 13, Vendémiaire, le jour où Bonaparte rentre définitivement dans la course, qu'il ne quittera que 20 ans plus tard. Mais que se passe-t-il ? À Paris se produit une insurrection royaliste pour renverser le pouvoir. La Convention est prise de court, alors on quémande un général pour régler la situation. Alors Bonaparte, comme il sait le faire, agit. Il envoie un certain Murat trouver des canons, le feu est ouvert sur la foule. 300 morts. Le général Vendémiaire, comme il est appelé. Il est pris sous l'aile de Barras, il devient son aide de camp, c'est l'envolée, l'étoile qui l'attendait. Il est nommé général en chef des forces de l'intérieur. Le petit Corse est un grand homme.
la France apparaît comme un terrain giboyeux. Alors en automne 95, le Directoire supplante la Convention avec la Constitution de l'an 3. Économiquement, le prix des denrées s'envole et le pouvoir d'achat diminue. Cela mènera notamment à 2 insurrections de la famine, en mars et mai 95. Je tiens à préciser que le Directoire, c'est un peu la Macronie, c'est la mainmise des nantis sur le pouvoir, la suite directe des révolutionnaires de 89 sur la conquête politique de la bourgeoisie d'affaires. Cela sonne notamment le glas des espoirs de la cariatide, comme nous allons le voir. Alors quoi ? C'est le retour des fournisseurs militaires, en gros, des entrepreneurs privés contractés par l'État pour fournir l'armée en vivres, vêtements, armes, etc. Un milieu d'abus et de corruption qui permet à peu de s'enrichir énormément. L'agiotage contre les assignats réapparaît. En gros, c'est une spéculation sur la monnaie gouvernementale, sauf que là va entraîner une baisse de confiance en la monnaie et donc un effondrement du pouvoir d'achat, ce qui a évidemment des grosses répercussions sociales. Et finalement, le maximum du prix des denrées de Robespierre disparaît, ainsi que le droit de vote pour tous. Seuls les gens de bien pourront voter. Le copinage, quoi. Conséquences, famine, insurrection, répression. Comme dira Thiers bien plus tard, le prolétariat avait reçu une leçon qui le persuadait de rester tranquille. Elle est belle cette citation. Bon, les bourgeois ont bien assis leur pouvoir, la cariatide suffoque, c'est le moment de revenir à Bonaparte qui n'est pas encore Napoléon. Il est riche désormais, il envoie des sous à sa mère, il est content, enfin. Cet individu croyant en sa supériorité peut enfin en avoir la conviction, et ce sans dissonance cognitive. Il fait partie des grands maintenant, mais comme un souverain est soumis à ses sujets, tout individu possède un maître, et le sien, c'est Barras. Mais notre protagoniste veut désormais se marier, mais pas un mariage, un beau mariage, à la hauteur de celui de son frère Joseph. Alors quand Barras, qui le méprise, lui propose une actrice de 65 ans, ça passe mal, surtout quand on connaît la fierté corse. Alors il lui propose sa maîtresse, Joséphine, une femme des îles qu'on raconte dans le commerce intime du technique incomparable. Bonaparte est très content, il la croit riche et proche des milieux financiers. Et puis elle brille en société, et Napoléon n'est finalement qu'un enfant attiré par ce qui brille, comme Griffiths, vous verrez. Enfin, elle ressemble à sa mère, Laetitia. Peut-être Freud avait-il raison, entre le complexe d'Oedipe et les frères Karamazov, Bonaparte est un bon exemple, je le crois. Mais Joséphine, elle, qu'en pense-t-elle ? Eh bien, elle hésite beaucoup. Elle le trouve drôle, mais pas très beau, à cause de ses montées de boutons notamment. On vous a déjà dit que Bonaparte est un mec stressé et anxieux ? Eh bien, il l'est. Le besoin pathologique d'ordre et de contrôle ne doit pas aider. Mais j'imagine qu'on fait avec ce qu'on a. Il ne faut pas oublier que pour cette femme quittant peu à peu la fleur de l'âge, c'est un bon parti. Or, vu que Barras les pousse dans les bras l'un de l'autre, ils acceptent. C'est le mariage. Je ne vais pas approfondir, il y a des tonnes de choses à dire sur cette relation, mais cela sera pour plus tard. Mais reprenons notre réaliste en chef, l'homme d'action. Le voilà déjà parti. 3 jours après le mariage, c'est le début de la campagne d'Italie. La campagne qui le découvrira comme le plus grand stratège et tacticien de l'histoire. Mais pourquoi l'Italie ? Pour plusieurs raisons. Financières d'abord. Le Directoire consomme beaucoup. Ensuite, des volontés d'expansion ? Je ne crois pas. Ce front était gelé depuis un certain temps. Alors quoi ? Eh bien pour résumer, le colon Bonaparte est trouvé gênant par la haute parisienne. On le veut plus dans les pattes de Barras, alors autant qu'il s'enterre avec son armée d'Italie, sous-entretenue et délaissée. Ça c'était le plan, mais bon, Bonaparte n'est pas Napoléon pour rien, et le feu ardent qui l'anime va se déverser au nord de l'Italie. Apparaissent là des grands noms, Montenotte, Lodi, Arcole, Rivoli. Comment expliquer de si belles victoires ? Eh bien 2 variables primordiales à la guerre. 1. La rapidité. 2. La surprise. Comme la Blitzkrieg si vous préférez, mais sans engin motorisé, cela deviendra sa marque de fabrique. Ensuite, pour ce qui est tactique et stratégie, il exécute les mêmes manœuvres mais à 2 échelles différentes. Pour faire simple, il cherche constamment le surnombre en un point précis, un point de rupture lui permettant de percer le dispositif adverse. À l'échelle stratégique, il disperse et fait converger, ce qui facilite la logistique et l'effet de surprise. Il adapte d'abord sous les termes de quadrilatère stratégique, mais il profitera aussi plus tard de ses avantages avec ce qu'on appelle l'échelon corps d'armée. Ensuite, pour la tactique, il préfère absorber le choc puis faire converger, obtenant un surnombre. Enfin, quand le dispositif adverse se débande, la cavalerie est lâchée, et c'est souvent dans la fuite qu'il y a le plus de morts. Dédicace à Murat qui doit avoir un KDA 2000 pour 1. Je vous renvoie pour plus de précision militaire à une chaîne YouTube brillante se nommant Sur le champ. Mais reprenons. C'est un Bonaparte sauveur qui libère l'Italie. Il est accueilli comme tel par les Italiens libérés du joug des Autrichiens. Un sauveur alors, mais un vampire aussi. Je ne nierai jamais l'apport administratif et sociétal de Napoléon, qui est malgré tout un catalyseur des Lumières. Mais c'est en premier lieu un homme de l'argent. Il écrit ceci à Carnot. « Ce que nous avons déjà pris est incalculable. J'espère que les choses vont bien, pouvant déjà vous envoyer une 12aine de millions. » 12aine de millions ?
Bah oui, faut pas être trop précis. Il en faut au moins un pour Carnot et un pour Barras. Comme je vous l'avais dit, les corrompus du directoire. Et puis 12 millions, sans compter les tableaux et les sculptures, évidemment. Donc le libérateur à revoir, il reste l'homme des notables, et il base son autorité sur eux en Italie, comme il le fera partout où il se rendra. Une citation. Il faut parler paix et agir guerre. Machiavel n'aurait pas dit mieux. Alors on omettra les pillages, la répression d'Imola et de Vérone, matée dans le sang. Il faut savoir que ce nouveau général fait sa propre politique. Il prend des initiatives et des initiatives de gangsters. Sachez bien qu'il n'est pas mandaté par le directoire pour faire ce qui suit. Écoutez bien. Il prend 21 millions au pape. On prend le nord de l'Italie qu'on échangera contre la rive gauche du Rhin. À ce moment, il y a deux armées qui convergent vers Vienne, mais Napoléon va être le premier et le seul. Alors il traite avec les Autrichiens, sans autorisation préalable. Il ordonne à Hoche et Moreau de ne plus avancer sur Vienne. Finement joué. Alors notre entrepreneur de génie crée deux républiques italiennes, une porte de sortie si la conquête de la France se passe mal. Comme on dirait en latin, ubi bene ibi patria. Là où on est bien, là est la patrie. Alors il rentre à Paris, couvert de gloire. La campagne d'Italie est une réussite inespérée, un coup de génie. Avec cette nouvelle paix, il devient l'homme à fréquenter. C'est une lumière désormais, plus jamais une ombre. Imaginez un peu. Ce Corse rejeté, apatride, traître à ses valeurs 2 fois déjà. Celui qui part de rien ou de si peu est maintenant adulé pour ses prouesses. Il y a de quoi rire jaune. Les gens ne suivent que leur intérêt ou ce qui brille. Sommes-nous tous des enfants ? Alors il est convié dans les salons, on le ménage, on le flatte. C'est important de sourire quand on monte, car on croise les mêmes quand on redescend, se dit-il sans doute. Il rencontre notre Talleyrand national, en juillet 97. Alors lui c'est le boss final, notre maître à tous. Il sera toute sa vie d'une habileté et d'un talent sans nom pour ne servir que son propre intérêt. Il ne faut pas oublier qu'il part quand même d'une carrière de curé réformé pour finir sa vie en Angleterre, riche comme Crésus et entouré des taïrs. Parfois être éthiquement restreint, ça a du bon. Et il avait une technique, notre champion. Imaginez que vous deviez payer 10 millions en prise de guerre. Eh bien, Talleyrand venait vous dire « Si vous m'en donnez 1 ou 2, je diminue la note de moitié. » C'est une offre qui ne se refuse pas. C'est aussi une manière de se faire bien voir, de montrer ses talents de négoce, et de s'enrichir évidemment. Déjà 2 millions en 1 an et demi. Nos deux réalistes sont bien faits pour s'entendre, et même notre ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, dira à Constant, un libéral notoire « Nous allons faire une fortune considérable. » Il préviendra d'ailleurs Bonaparte qu'on le surveille à cause de ses libertés politiques, car il en prend. Dans son discours au retour d'Italie notamment, il attaquera le directoire qu'il voudrait assis sur de meilleures lois organiques. Ainsi, au vu de la prise de risque, Talleyrand le couvre, car il le souhaite moins engagé que ça. Il aurait donc des déclarations très élogieuses où même il conclut « Le profond mépris qui anime le général Bonaparte pour l'éclat, le luxe, le faste, la richesse, misérables ambitions des âmes communes. » Bon. Vous avez saisi l'ironie de la situation. L'éclat et le luxe étant tout ce que recherche Napoléon, cet enfant attiré par ce qui brille, ou encore ce petit Griffiths, qui observant le château, comprend qu'il ne pourra l'obtenir que par une montagne de cadavres. Nos axes sont-ils seulement le reflet de nos désirs ? Mais Talleyrand reste de très bons conseils. Il invite Napoléon à ne pas faire ostentation de ses prises d'Italie, histoire de ne pas éveiller les soupçons. Il va aussi le pousser vers l'Institut, ce qui lui plaît beaucoup. En maths, son niveau ne dépasse pas celui du Bezout, le bouquin scolaire de l'époque. Mais c'est un homme qui apprend vite et qui sait se faire humble. Je le cite. « Les véritables conquêtes sont celles que l'on fait sur l'ignorance. Bien vu pour un mec qui aura overall 95% de taux de victoire. » Il devient alors membre de l'Institut. Ça lui sied bien. Mieux vaut un livre et un sabre qu'un sabre seul. Ça lui permet notamment de se démarquer des autres généraux prestigieux qui envient le pouvoir. Chapitre 4. Le chant du départ. Bonaparte sait que l'inaction c'est la mort, et il est conscient qu'on souhaite l'écarter de la vie politique. Alors il pense son prochain coup. L'Angleterre, pourquoi pas ? L'Égypte, il en rêve. Et puis ça ferait chier les Anglais alors. Mais il faut le comprendre, notre jeune militaire rêve Alexandre. Il n'y a dans cet esprit pas de lumière plus belle que celle de l'Antiquité. Et à Paris alors, il est adulé certes, mais craint aussi. On doute de sa loyauté au régime, on veut l'écarter, et il le sait. L'Égypte alors convient à tout le monde, aux conquérants comme aux intrigants. Bonaparte est à ce moment plein d'enthousiasme, l'excitation d'un enfant. Bien qu'on ait du mal à comprendre, on ne parle pas de cadeaux de Noël, mais bien de gloire, d'argent et de cadavres. Alors l'Égypte. Mais reparlons un bref instant de Talleyrand. Encore une fois, c'est le boss. Il écrit à sa femme anglaise « Je pousse beaucoup Bonaparte à l'expédition d'Égypte, pour faire plaisir à nos amis anglais. » Et c'est vrai,
Les Anglais craignent l'attaque sur leur sol, mais le 23 février, Bonaparte remet son rapport « Non à la Manche, oui à l'Égypte ». Mais notre maître à tous Talleyrand fait déjà part de l'expédition à un chargé d'affaires prussien, histoire que les Anglais laissent passer la flotte française. Dans quel but, me direz-vous ? Eh bien, on imagine que Talleyrand a été grassement payé, mais le principal but est d'engouffrer la flotte française dans des eaux qu'elle ne contrôle pas. Spoiler, la flotte va se faire fumer à Aboukir. Talleyrand, vraiment un patriote jusqu'au bout des ongles. Pour le financement alors, eh ben on va braquer Berne, MDR. Merci au général Brune qui ralasse 30 millions. Tout est paré, les hommes, le financement, les navires, c'est le champ du départ. La traversée se déroule sans encombre. On fait quand même un pit stop à Malte pour s'assurer d'autres financements, au cas où. Mais nous voilà, le 1er juillet 1798, la flotte française de la Méditerranée accoste en Égypte. Vous devez connaître, mais je me permets un petit résumé. Il y a assez vite une confrontation avec les Mamelouks, qu'on appelle la bataille des pyramides. Encore le marketing napoléonien, en réalité cela se déroule à des kilomètres, mais bon, bataille des pyramides, ça claque quand même. À la suite, l'armée s'empare du Caire et fonce sur Saint-Jean d'Acre. Là, c'est un os. C'est à cet endroit que le rêve d'Alexandre s'achève. Les canons de campagne ne sont pas suffisants pour faire tomber la ville. Où est notre artillerie de siège alors ? Au fond de l'eau. Car oui, comme prévu par Talleyrand, la flotte française est décimée à Aboukir, l'armée est bloquée en Égypte. Alors Napoléon fait volte-face et retourne à Aboukir. C'est là qu'il aura sa dernière grande victoire de cette campagne. Les Ottomans débarquent à peine que les escadrons de chasseurs et de cuirassiers chargent et déciment leurs rangs. Cela sous les ordres du plus grand cavalier de son temps, Joachim Murat. Après, c'est vrai que ça se tâte avec la salle, mais bon. Napoléon, qui n'est pourtant pas en reste, dira lui-même « c'est une boucherie ». Le soleil se lève sur cette marée de sang. Du beau travail. Mais ne fermons pas le chapitre de l'Égypte si rapidement. Il y a selon moi 3 choses à en souligner. En 1, Napoléon ce diplomate qui va faire les yeux doux à l'islam. Est-ce une ouverture d'esprit ou une manœuvre politique ? Je vous laisse juger. En 2, l'Égypte va grâce aux scientifiques français voir ses trésors revenir à la surface. Je n'aborderai pas ce sujet, mais les découvertes sont extraordinaires. La pierre de Rosette par exemple. L'Égypte sera gré de ses découvertes et redécouvertes de sites, d'artefacts, tellement qu'elle nous offrira par la suite une de ces précieuses obélisques du temple d'Amon de Luxor. Et pour finir, le rêve de Bonaparte. Le rêve de Bonaparte a pris fin à Saint-Jean d'Acre. Il voit s'envoler la gloire d'Alexandre et ses velléités sur l'Asie mineure. Il dira même « c'est devant Acre que ma fortune a changé ». Il tourne les talons, regagne l'Europe, comprend qu'il n'a plus le choix. C'est la France, ou rien. Et il a raison, car la situation en France est complexe. Voici un florilège de ce qui peut le pousser à rentrer. La Russe est entrée en guerre, notamment à cause de lui et de la menace qu'il fait planer sur Constantinople. L'Italie du Nord a été reprise. Il y a la création d'une nouvelle coalition européenne à opposer à la France. Ensuite, Sieyès rentre à Paris. Il sent le bon moment venu, nous en reparlerons. Et finalement, sa Joséphine, dont il est éperdument amoureux, vient de s'acheter la malmaison, et il vit une aventure avec un petit capitaine, ça la fout mal. Alors avec toutes ces raisons, on oublie le principal, notre protagoniste et son flair. Il sent qu'il a un coup à jouer, il le sait, il doit retourner en France, sa carrière, ou plutôt sa vie, en dépend. Alors il quitte l'Égypte, il abandonne ses hommes et Kléber, il abandonne son poste et ses milliers de grognards qui ne portent pas encore ce nom. Il a de la chance. Sur le retour, il n'a pas croisé les escadres anglaises. Ça ne sera pas la dernière fois. Le voilà rentré en France. Il paye le silence de ceux qui connaissent la vérité et fait bonne figure pour les autres. Son nouvel aide de camp, Roustam, un mamelouk, ne le quitte plus. Ça fait bien, ça fait exotique. Ça fait le petit français qui domine la terre des pharaons. Joli marketing. Comme toujours, les apparences priment. On le décrit alors comme paré de prestige. Jaurès dira même, il enrôlait le sphinx dans le coup d'État. Car un mois après son retour, nous serons le 9 novembre 1799, plus connu sous le nom de 18 Brumaire. Et nous savons que cette date marque un tournant pour notre général et pour la France. Napoléon n'aura plus rien de petit. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Nono le Croco, je vous attends nombreux pour le 2e épisode.